pas artiste. Une artiste et Christian Berst, qui est galériste et éditeur. Iglika Kristova, qu'on va bientôt voir apparaître. Elle était là, son écran est noir et elle est là. Est-ce que vous m'entendez bien? Absolument, parfaitement. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Iglika, bonsoir Christian. Donc nous allons avoir cette conversation, vous allez avoir cette conversation de 17h30 à 18h qui s'intitule Quand les imaginaires dialoguent avec l'échelle. Et on va Mhm. partir du travail d'Iglika pour démarrer cette conversation, son travail de dessin qui s'intéresse à l'infiniment petit. Et on va essayer de savoir si s'intéresser à l'infiniment petit, ça revient à s'intéresser également à l'infiniment grand. Iglika, à toi. Bonsoir, bonsoir Christian Berst, pardon, je suis Bonsoir, de vous Eglika. retrouver pour cette conversation improvisée autour des imaginaires, effectivement, et les résonances entre microcosme et macrocosme. Et c'est vrai que c'est une tentation de l'esprit humain très ancienne. Elle a traversé l'Antiquité, le Moyen-Âge, et puis a atteint son paroxysme en quelque sorte à la Renaissance, où l'être humain est apparu comme un modèle réduit du cosmos. Et aussi, le cosmos est devenu aussi un principe dynamique. Donc, l'être humain est devenu un créateur aussi. Et derrière tout cela, bien sûr, il y a ce désir d'unité entre les formes de vie, entre le microcosme et le macrocosme. Et ce désir d'unité traverse évidemment mon travail, aussi celui de nombreux artistes contemporains. Et puisque vous êtes un spécialiste de l'art brut, que je connais très mal, et j'ai été très intriguée. Enfin, j'aimerais savoir, pour débuter, est-ce que les correspondances et ce désir d'unité entre les formes a animé également certains artistes de l'art brut que vous avez croisés? Comme vous l'avez souligné, je pense que c'est une tentation qui remonte à très très loin, pour les temps les plus anciens, et je crois même vous, dans vos travaux, avez évoqué l'idée que peut-être la pareidolie ne serait pas tout à fait étrangère à la naissance de cette relation entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et donc, le fait, à un moment donné, de déceler un lien entre ces différentes échelles, ça a conduit de la même manière à imaginer qu'il puisse y avoir, aussi bien que l'infiniment petit, l'infiniment grand, notre monde et un outre-monde. Et ce qui a induit une relation à l'espace et au temps. Ça a inféré aussi un certain nombre de pratiques, je pense, parce que les artistes d'aujourd'hui, c'était un peu les chamans d'hier. C'est-à-dire et souvent à travers un objet qui était chargé d'une symbolique lourde pour la collectivité, c'est-à-dire que cette symbolique pouvait conduire à penser que cet objet permettait d'entrer en relation avec un autre monde, avec des disparus, avec les morts, avec une autre échelle. Et donc j'y vois le parallèle ici. Et je vois parfois, évidemment, dans le domaine de l'art brut, des artistes qui, pris dans une spirale comme ça de psychose ou d'altération psychique, reproduisent d'une certaine manière cette capacité à travers leur production à changer de dimension, à changer d'échelle, ou même à changer parfois de nature, le rapport des choses entre elles. Là, tout de suite, me vient à l'esprit un artiste colombien que j'ai découvert il y a quelques années, qui est un type extrêmement érudit. J'ai découvert même en le rencontrant qu'il parlait merveilleusement bien le français, qui connaissait la littérature française, mais qui est un grand, grand schizophrène et qui fréquente tous les jours la bibliothèque de Bogota, qui est une très belle bibliothèque. Il y va tous les jours et de temps à autre, il tombe sur particulièrement des traités scientifiques, etc. Et ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les images, les planches, non, ce sont les textes. Et
il intervient méthodiquement et méticuleusement sur chacun de ces textes et transforme chacune des lettres de sorte que ça devienne une sorte d'écriture illisible, acénique. Et quand on lui demande pourquoi il fait ça, c'est parce qu'il veut révéler l'amibe qui est dans chaque lettre. Donc, on voit le rapport lui-même introduit ici, c'est-à-dire une sorte de trouble lié à la fois à la nature des choses, c'est-à-dire les lettres, la typographie, et ensuite des organismes infiniment petits, et en disant simplement que c'est parce que ça rappelle un peu la phrase de Nietzsche, hein, on a été pris pour des fous par ceux qui nous voyaient danser, par ceux qui n'entendaient pas la musique. Et là, c'est un peu la même chose. Nous, on ne voit plus les amibes dans les lettres, mais lui les voit. Et donc, il les révèle parce qu'il sent bien que sinon, on est incapable et nous, on est un peu infirme. Et donc, il nous révèle les amibes qui sont dans les lettres. Je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai un peu digressé, mais Oui, c'est un oui, peu, voilà. oui, oui, et effectivement, ça me fait rebondir peut-être sur les imaginaires littéraires, justement, avec Blaise Pascal, qui a lui aussi a eu le vertige de l'infiniment petit à un moment donné, Ouais. autour de la théorie de l'emboîtement. Effectivement, on imaginait le monde comme un peu comme les poupées russes, où il y avait plusieurs univers embriqués les unes dans les autres, et lui, Ouais. il a vu l'infini, le monde entier, un tas de mondes, dans un ciron, je crois. Il y a un extrait, un très, très, très bel extrait, enfin, très, très beau texte de Pascal, et c'est pour interroger justement la place de l'être humain dans l'univers. Et donc, en fait, les scientifiques eux-mêmes, à l'époque du XVIIe, étaient totalement, l'histoire de la science, on s'en souvient, était totalement amené dans ce vertige. Et il y en a qui ont vu, par exemple, des figures humaines ou des embryons dans un spermatozoïde, etc. Donc, tout s'entremêlait, on avait perdu totalement toute notion d'échelle, et ça, je trouve ça très intéressant. Et là, justement, à notre époque, où on est invité on est invité quelque part de sortir de cet anthropocentrisme, de cette idée que l'humain serait au centre de la création. Nous sommes traversés par des virus, par des bactéries. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Et bien justement, est-ce que ce renversement abolit quelque part ce désir d'unité chez les artistes et même dans certaines branches de la science, où je pense à la physique quantique, on continue à rechercher des correspondances, mais peut-être autrement, en déplaçant l'être humain du centre. Qu'en pensez-vous, Christian Brest? Bah, moi, quand je vous entends, je pense que peut-être plus que jamais, on essaye de retrouver ce sentiment d'appartenance de dissolution, mais d'appartenance à un tout. Et, euh, et c'était Romain Roland qui avait écrit à ce sujet, qui avait développé l'idée de sentiment océanique. Oui. Et c'est une idée qui avait passionné Freud, d'ailleurs, qui avait écrit à Romain Roland à ce sujet. Et comment? J'ai pas compris. Oui, qui était en désaccord, justement. Oui, il y Oui, avait une oui, oui. coupure, justement, je disais que Romain Roland était en désaccord, justement, sur la question de Dieu, précisément le sentiment scénique. Voilà. Et ce sentiment, effectivement, d'appartenance à un tout qui nous dépasse, etc., et qui rompt effectivement avec l'anthropocentrisme. Mais vous parliez tout à l'heure des scientifiques de la science du XVIIe. Moi, je pense immédiatement, parce que l'idée finalement qui a conduit à ça, c'est par exemple Newton ou les Lumières qui évoquaient la notion de mécanique céleste. Et donc, en fait, nous-mêmes n'étions que des rouages de cette mécanique céleste. Oui. Donc, je ne sais pas si j'ai exactement répondu à votre question, mais Et en même temps, il y avait, à la Renaissance, est apparue cette idée d'homme, de l'être humain, à l'époque, hein,
on dit plus homme, pour des raisons évidentes. Oui, est apparue cette idée que l'être humain est un créateur aussi. Il ne subit pas simplement cette mécanique Ouais, céleste, ouais. il peut aussi créer d'une certaine manière Mhm. son propre destin. Oui, oui, mais bah, oui, c'est dès la Renaissance et ça a été ravivé un peu. Moi, j'ai le souvenir, il me semble que chez Voltaire, justement dans Micromégas, qui est un texte Oui, qui traite de ces questions-là, dans Micromégas, il le il dit était à très un en moment avant. donné, Oui, il se débarrasse de la métaphysique et il dit, bon, de toute façon, ça, on n'arrivera pas à le résoudre. En revanche, nous, on peut être acteurs de la transformation du monde, etc. c'est Hein, ça. C'est vrai que c'est bien que vous évoquiez ce texte que j'aime beaucoup, puisque hein. il était un peu précurseur. Il était justement inspiré des premières observations de l'époque au microscope. Exactement, exactement. Et Oui, oui, oui. effectivement, et les atomes parlaient quand même et il y avait des choses, des philosophies à nous transmettre, Hein, hein. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les virus ont des philosophies à nous transmettre aussi? Je ne sais pas si c'est les virus qui nous transmettent des philosophies Ou ou si alors je c'est sais notre pas. approche du monde qui en est modifiée. C'est peut-être un peu différent. Je suis pas sûr qu'ils nous transmettent grand-chose à part des maladies. Ouais, dans le Mais- texte de Voltaire, les atomes avaient chacun, enfin il y avait des stoïciens, enfin non pas des, il y avait toutes sortes de philosophes. Hum. Oui, oui. Ils retransposaient en fait Oui, à une autre échelle, effectivement, oui, des comportements humains ou des idées des philosophiques. Ouais. philosophes. Hum. Oui. Euh, les art- je veux dire, la question de l'échelle, elle est moins présente, à mon avis, enfin, ce que j'en observe, ça c'est purement empirique ce que je dis. Euh, la question de l'échelle est moins présente, à mon avis, chez les artistes que comment dire, euh, que les passerelles qu'ils trouvent entre des temps et des espaces différents, ou alors quand ils changent le statut, la hiérarchie ou la nature des éléments. C'est parce que... Alors là, nous sommes en train d'observer, par exemple, le Ah ben microcosme voilà. de l'eau. C'est Marie-Laure est en train de Oui, je me demandais ce qui était en train d'arriver. Je me suis dit, Oui, oui, c'est le bouillonnement. Et effectivement, les premières observations au microscope, ouais. peut-être sur l'eau notamment, ont fasciné Leeuwenhoek, qui n'était même pas un scientifique, un marchand de tissus. Et donc, Mhm, quand il a vu tout ce bouillonnement de vie, il a approuvé peut-être la même chose que moi quand j'ai observé une goutte d'eau. Et mhm, ces observations ont inspiré toute une série. Et là, c'est une parcelle d'un dessin que nous sommes en train mhm, de voir. Mais oui, enfin, globalement, dans tous les dessins, il y a ce désir de confusion volontaire entre le microcosme et le macrocosme, les formes mhm, microscopiques et macroscopiques, et aussi entre les corps intérieurs et extérieurs. Et c'est vrai que l'outil scientifique nous permet de percevoir de plus en plus la matière vivante, mhm, c'est-à-dire littéralement de percer pour voir, à des échelles de plus en plus petites. Et paradoxalement, plus on pénètre la matière, plus les images évoquent le cosmos et pourquoi pas, disons, l'infini, n'ayons pas peur des mots. Et je ne sais pas, Marie-Laure, si tu as reçu, je t'ai envoyé quelques images de tissu interne de rats qui étrangement rappellent quand même les planètes. Je ne sais mhm. pas si on Je me pourrait les voir. je me demandais justement pourquoi je n'avais pas reçu d'image, mais eh bien, tu viens d'y répondre, tu les as envoyées et je ne les ai pas D'accord, mais reçues. c'est pas grave. D'accord. En fait, oui, il y a un tas de résonances purement rétiniennes entre les formes microscopiques du vivant et puis le cosmos. Mais après, est-ce que la question, c'est de savoir, est-ce que, et ça c'est plutôt une question scientifique, est-ce que ça reste des résonances purement visuelles? Euh, Moi, je sais pas si ça a un lien, mais ça m'évoque les travaux de Mandelbrot
et justement la réplication de la forme à toutes les échelles, par Ouais, exemple dans les fractales. ouais, totalement. Ouais, 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 Voilà. ouais. Et Alors, ouais, mais sur la question que vous évoquiez tout à l'heure, c'est à un moment donné l'abolition ou la transgression de l'intérieur et de l'extérieur. oui, Là, en revanche, il y a une légion d'artistes qui travaillent là-dessus. Je veux dire, ne serait-ce que oui, dans le champ dont je m'occupe moi, des artistes comme Luboš Polny, qu'on peut voir maintenant à Pompidou. C'est l'artiste tchèque qui montre effectivement la circulation des organes, etc. Et puis de temps à autre, on a l'impression il y a une vraie confusion entre l'intérieur et l'extérieur, comme si, je veux dire, euh, de dévoiler ce mystère ou cette mécanique, tout d'un coup, nous faisait atteindre un degré de poésie supplémentaire. L'artiste que je vais dévoiler bientôt, un autre Colombien, j'ai un tropisme latino-américain, un autre Colombien que je vais dévoiler si tout se passe bien, mais ce n'est pas certain que ça se passe bien, en février. oui. Il s'appelle Carlos Augusto Giraldo. Et Giraldo, il travaille de la même manière, il fait des espèces de codex où on voit à la fois le contour d'une femme alanguie, on sent qu'elle est dans une pose sensuelle, on va dire, et quand on y regarde de près, en revanche, elle est parcourue, c'est-à-dire qu'il en révèle à la fois des organes, mais en même temps, ces organes, on se rend compte qu'il y a des points de correspondance avec des croyances tout à fait anciennes, donc il fait des liens avec les Sumériens, avec les Égyptiens, etc. Et tout ça circule à l'intérieur du corps, et là, on sent qu'il y a une sorte de grandes confusions, non seulement d'échelle et de rapport entre l'intérieur et l'extérieur, mais aussi entre, comme je le disais tout à l'heure, entre la nature des choses, c'est-à-dire que viennent faire ces croyances anciennes dans la circulation des corps et dans le contour d'une femme représentée. On sent que c'est un mode de représentation assez sensuel, mais contemporain. Mais ce qui se passe à l'intérieur, évidemment, est d'une toute autre nature. Et le fait que ce soit en lien avec des civilisations disparues nous emmène encore ailleurs. Donc, c'est en fait, vous parliez tout à l'heure de poupée gigogne, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un voyage dans le voyage, dans le voyage, dans le voyage. Oui, c'est ça. Et puis peut-être que le travail des artistes, justement, c'est de chercher des correspondances, des significations de ces liens Mmh. invisibles. Ouais. Donc, de rappeler tout simplement que le sens n'est pas tant dans l'objet, et ça c'est l'intuition alchimique Mmh. depuis toujours, mais plutôt dans le lien. Ouais. Et finalement, c'est la qualité des liens qui Mmh. définit, par exemple, même la qualité de notre pensée, puisque c'est pas le nombre de neurones qui compte, mais Bien la sûr. qualité des liens, La qui, capacité de les oh, voilà, associer. la capacité de créer un Mmh. lien. Et puis, Ouais. le monde vivant que je dessine, finalement, est un monde vivant de liens. Mmh. Et Les liens qui d'analogie. m'intéressent, oui. Ouais. Oui, oui, c'est une façon de percer les mystères, à un moment donné, de dévoiler des liens secrets, dire comme ce qu'on disait en début de conversation, c'est-à-dire un chaman crée un objet et explique à sa communauté et que cet objet va permettre d'atteindre une dimension qu'il ne soupçonnait même pas. En discutant avec un ailleurs, un monde parallèle, un disparu, un défunt, et tout d'un coup, il emmène tout le monde en voyage en ayant fait une analogie ou en décrétant que quelque chose est là dans cet objet qui a cette capacité-là. Mm. Oui, 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 ça me fait penser d'ailleurs au concept justement de non-séparabilité en physique quantique. Oui. Et donc, à cette, oui, c'est une idée que tout serait dans tout et Mm. que d'une façon, à la base, au tout début donc de la création, tout était intriqué. Oui. Et, oui, peut-être que on peut voir aussi le geste artistique comme une tentative de retour à Mhm. à cet état initial. De révéler les liens secrets Oui, entre les choses. Mm. ou de les approcher plutôt parce que je ne sais pas si peut-être que ils ont
plusieurs significations. Bah, en tout cas, aujourd'hui encore, moi je suis toujours frappé parce que je suis évidemment je suis un béotien en matière scientifique, mais c'est des sujets qui m'intéressent toujours, donc je regarde Oui, ça avec beaucoup oui, d'appétit, un peu béant comme ça. Et je sais que vous avez travaillé beaucoup sur l'arbre. Moi, je suis absolument. frappé de ce qu'on est en train de découvrir sur la manière dont les arbres communiquent entre eux. Oui, oui, c'est en ce moment, Et qu'il y a là, qu'on est là en présence d'un réseau. complètement C'est pas une somme d'individus, c'est plus compliqué, c'est plus riche. Oui, c'est un Internet souterrain. C'est Peut-être ça. que si quelqu'un Mmh. coupe notre Internet, Mmh. c'est possible et c'est assez fragile, mais en revanche, l'Internet des arbres, lui, il ne peut pas être aboli. Oui, C'est et tout ça avec un allié objectif qui est le champignon, qui lui euh, aussi, qui est d'un ordre parallèle, mais qui interagit et oui, oui, qui est un agent actif quoi, dans cet ordre-là. complètement. Et d'ailleurs, en parlant de l'arbre, ce qui me fascine actuellement et ce sur quoi je travaille, ma série actuelle, justement, repose sur ce lien-là entre Mmh. microcosme et macrocosme, parce qu'il y a un forestier et puis un chercheur en sciences naturelles qui s'appelle Ernest Zurcher, je crois, Mmh. qui est en train de sa recherche est un peu à la marge de la science officielle, mais néanmoins c'est intéressant. Il établit des correspondances entre les arbres et les planètes, justement. Et Tiens. donc, puisque tout est vivant, tout pulse, les Mmh. bourgeons des arbres pulsent, mais pas n'importe comment et pas n'importe quand, c'est-à-dire Mmh. en fonction de l'alignement de une certaine planète avec la Lune. Par exemple, le chêne correspondrait à Mars et Mmh. ainsi de suite. Il a établi des couples d'arbres et de planètes. Et donc, ma prochaine série repose sur, sur ces L'association. correspondances, Mmh. exactement. Mmh. Mais oui, en quelque sorte, elle vient en un mot des recherches scientifiques. Mmh. Mmh. Peut-être qu'un jour se développeront en ce sens. Mais il est vrai que ces résonances invisibles fascinent aussi un certain nombre de scientifiques, Mmh. même si ces études, pour l'instant, restent souvent controversées ou marginalisées. Mmh. Marie-Laure. Je vous écoute. Ouais. Et c'est vrai que j'avais envie de rebondir tout à l'heure sur l'œuvre d'art, justement. L'œuvre d'art, la, la, la définition de quelle est la voix qu'on peut lui accorder et comment elle fait le lien aussi entre cet intérieur et cet extérieur dont vous parliez tout à l'heure. Mais est-ce que Iglika peut nous parler encore un petit peu de son projet, de son nouveau projet Moi, de... je peux mieux que ça, je peux vous montrer je ne sais pas Ah si bah, on c'est voit encore mieux. des images, ce que j'appelle des images de pensée. Et donc là, vous voyez des recherches de correspondance entre le microcosme Mmh. du chêne qui serait relié à Mars. Ah ah. Et en fait, ce sont des enquêtes, donc des enquêtes graphiques sur ces possibles résonances. Et donc, parfois, je vais étudier des liens formels. Voilà, par exemple, on est dans le système racinaire qu'on évoquait tout à l'heure de l'arbre. Ah ah. Je vais, par exemple, comparer les flux de la sève avec les filaments Mmh. cosmiques, etc. Donc, il y a toutes sortes de correspondances. Qui euh, est d'ordre rhizomatique presque. oui, Ouais. exactement. Donc, tout est en circulation, c'est un monde vivant. Mmh. J'essaie de représenter aussi les ondes, les ondes des planètes et aussi peut-être le magnétisme de la Terre. En fait, tout serait lié d'une certaine façon. Et Et ce l'arbre, projet, il sera dévoilé quand? Il sera dévoilé quand? alors, si Quand tout est-ce va qu'on pourra bien, l'admirer? si tout va bien en juin,
D'accord. À la Ok. gare, talon H. Voilà. Il nous reste encore quand même 5 minutes 5 minutes. pour cette conversation. Vous qui êtes... il y a Fabien. Fabien demande à Iglika quelle technique pour les dessins. Simplement, encre de Chine. Tout va bien en juin. D'accord. Ah, À la gare, il y a quelqu'un qui... ah oui, il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un... Je coupe le micro de la personne qui est en train de... Fabien demande à Iglika quelle technique pour les dessins. C'est parce qu'il y a beaucoup d'échos, donc c'est de Ça l'enfant. y est, on est passé dans un monde parallèle, là. On est dans la 5e dimension. Route de l'information, On est... dirait l'autre. Oui, C'est la fractale, c'est la mise en écho de la parole. C'est ça. Est-ce que, Hervé, est-ce que tu as une question pour Ça y est, on est passé dans un monde parallèle, là. Puisque Marie-Laure me pose la question, je suis assez fasciné par les problématiques métaphysiques. Et puis, je vois qu'entre l'art brut, et la science, il y a des connexions majeures, une fabulation. J'aime bien le mot fabulation, vous savez. Métaphysique. Et je vois qu'entre l'art brut et la science, il y a des connexions. Il y a un léger différé. Oui. Et ça, je pense que c'est quelqu'un qui regarde l'écho des planètes. L'écho des planètes. Oui, c'est ça. Métaphysique. Et je vois qu'entre l'art brut là, ça devient difficile de s'entendre. C'est dommage parce que ouais. vous tenez très très bien jusqu'à présent. C'est compliqué parce que j'avais envie de réagir à ce que disait Hervé. Vas-y. Je vais essayer quand même. Et moi, ce qui me fascine depuis longtemps dans le domaine de l'art brut, c'est qu'on rencontre évidemment tout un tas de personnes qui, pour un certain nombre de raisons, se sont affranchies de certaines règles, de certaines normes, et notamment de celles qui interdisaient de faire certains rapprochements. Et c'est pour ça qu'on rencontre des types assez formidables comme, pareil, je pense à Jean Perdrizet, qui invente à la fois des machines parce que la problématique des extraterrestres, elle est réglée pour lui. C'est la question pas de savoir s'ils existent, la question est de savoir comment on va communiquer avec eux quand ils arriveront. Et donc, il essaie à la fois d'inventer une machine pour communiquer avec eux, il fait des plans magnifiques, ou alors il essaie d'inventer une langue qu'il appelle l'espéranto sidéral. Et cet espéranto sidéral qui est censé nous permettre quand même de ne pas être complètement penauds quand ils débarqueront. Le même type, évidemment, ça a été un choc, visiblement, la perte de son papa. Et il a décidé d'inventer une machine. C'est quelqu'un qui avait une formation d'ingénieur, ce qui l'a conduit à avoir des correspondances sans cesse pendant toute la durée de sa carrière. Il a quand même beaucoup passé à l'asile, mais néanmoins, il avait une correspondance avec des chercheurs du CNRS et qui trouvaient qu'une partie de ses travaux méritait quand même qu'on s'y penche. Il ne faut jamais oublier qu'Edison, à la source de ses inventions, Edison cherchait à inventer une machine pour communiquer avec les ectoplasmes. Et beaucoup l'ont oublié parce que c'est quelqu'un qui croyait profondément à la médiumnité, au spiritisme, etc. Beaucoup l'ont oublié, et c'est un scientifique, on ne peut plus sérieux. Donc, il y a quand même des types au CNRS qui se sont dit, bon, c'est un original, Perdrizet, mais il y a quand même il y a du fond. Donc, alors, jetons quand même un œil. Et ce qu'il y a de très beau, moi je me rappelle d'un hommage qu'avait écrit un chercheur de Marseille, du CNRS, qui avait écrit un texte sur Perdrizet en hommage lorsqu'il a disparu. Et ce texte, il l'avait intitulé, parlant de Perdrizet, « Ce merveilleux, c'est de la confiture ». Voilà.
Et parce que ces types-là trouvaient ça délicieux, parce qu'ils savaient très bien que c'était par ces voies-là, les voies de l'art, les voies de la poésie, qu'à un moment donné, il faut penser à ce que disait Einstein. Einstein disait que une ligne droite vous mène d'un point A à un point B. L'imagination, ça vous emmène partout. Eh ben, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Iglika. Merci, Christian, pour cette conversation sur l'imaginaire et les échelles.